Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex. Bienvenue dans ce nouveau débat du Saloon où il sera question du film de procès The Trial of the Chicago 7, sorti le 16 octobre sur Netflix, mais aussi visible en salle sur grand écran en Suisse, notamment au Cinérama Empire à Genève ou au Cinéma Bellevaux à Lausanne. Si on a décidé de vous parler de ce film, c'est bien sûr pour Aaron Sorkin, scénariste star à Hollywood que l'on connaît pour les scripts de The Social Network, Steve Jobs ou Des Hommes d'honneur, et qui signe ici sa deuxième réalisation après le très dispensable Molly's Game en 2017. Alors, est-ce que le scénariste spécialiste du walk and talk et des dialogues percutants s'affirme un peu plus en tant que metteur en scène? C'est ce qu'on va voir avec mes hommes d'honneur, le juste et précis Thibaut Ducret. Salut Thibaut. Mais salut Alex. Et l'empathique Florian Pouplin. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors si vous êtes prêts les amis à aller au barreau, alors c'est parti. Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche. The Trial of the Chicago 7 ou Les 7 de Chicago en français revient sur l'affaire et le procès des 7 de Chicago à la fin des années 60. En 1968 précisément, de nombreuses manifestations éclatent dans le cadre de la Convention nationale démocrate supposée désigner le candidat démocrate à l'élection présidentielle. On proteste notamment contre la guerre du Vietnam et le pouvoir en place. Et en 1969, 7 hommes à l'origine de l'organisation de certaines manifestations sont poursuivis pour conspiration et outrage et doivent être jugés. Un 8e homme, Bobby Seale, membre des Black Panthers Party, est jugé lui aussi, mais séparément. Au casting, on retrouve notamment Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Eddie Redmayne, Mark Rylance, Frank Langella, John Carroll Lynch ou encore Yahya Abdul Mateen II, qu'on a notamment vu dans Us de Jordan Peele, dans Aquaman ou dans la série Watchmen. Voilà, que penser de ce Trial of the Chicago 7, donc ce nouveau film d'Aaron Sorkin, qu'on attendait quand même impatiemment, en tout cas de voir, comme je l'ai dit, ce que ça allait donner sur sa deuxième réalisation. Alors qu'est-ce que ça vaut, Thibaut Ducret ? Ouais, moi je l'attendais plutôt beaucoup parce que, comme beaucoup de gens, je trouve que Aaron Sorkin est un scénariste absolument brillant. Enfin, c'est vite vu, Social Network, moi c'est un de mes films préférés. Et évidemment qu'il y a la mise en scène de Fincher qui transcende le tout, mais je trouve que c'est son meilleur script et un script assez exceptionnel. Et donc voilà, chacun de ces projets, moi j'attends plutôt beaucoup. J'avais été moi aussi un peu déçu par Molly's Game où on voit que voilà, ça reste un très bon scénariste, mais pour l'instant, avec ce premier film, il ne s'était pas affirmé comme un metteur en scène vraiment efficace. C'était plutôt du chant contre chant avec beaucoup de dialogues et puis la voix off surplombante. C'est aussi ça, il y avait quelques idées où il tentait quelques trucs, mais c'était assez limité en termes visuels. Maintenant, avec ce film-là, je trouve qu'il essaye un peu plus de choses, on aura l'occasion d'en parler. C'est la confirmation en fait que voilà, Aaron Sorkin reste un des meilleurs scénaristes en activité actuellement à Hollywood en tout cas. Mais pour l'instant, c'est pas encore la confirmation d'un cinéaste vraiment compétent ou qui a un point de vue, une vision vraiment de metteur forte, en scène, quoi. Voilà, c'est en ça. tout cas. Mais par contre, bon film, on peut le dire. Oui, bon film. Moi, je trouve que c'est un excellent film de procès. Il y a beaucoup de rappels à des hommes d'honneur. C'est un peu dans l'écriture et un peu dans la forme aussi, dans la structure des hommes d'honneur rencontrent Social Network pour moi. Donc évidemment qu'il y a quand même du très très bon là-dedans. Mais voilà, on peut le détailler. Niveau mise en scène, je trouve ça quand même encore assez limité. Des hommes d'honneur, sauf erreur, qui est donc son premier script à Hollywood pour le cinéma. C'était une pièce de théâtre à la base, donc sorti en 1992, réalisé par Rob Reiner, avec notamment au casting Tom Cruise et Jack Nicholson. J'en profite de le glisser parce qu'il faut voir ce film, qui est un excellent film de procès. Et puis là, justement, avec Trial of the Chicago 7, c'est vrai, Florian, qu'on pense énormément en fait au début de Sorkin avec Des hommes d'honneur. Oui, d'ailleurs, c'est le premier truc qui fait tilt parce que c'est vrai que c'est un de ses meilleurs scripts. Et moi, personnellement, c'est le truc qui m'a un peu... J'aime beaucoup Sorkin aussi en tant que scénariste, mais je ne savais pas à quoi m'attendre en tant que réalisateur. Et moi, le truc qui m'a beaucoup attiré, c'est le fait qu'il fasse un film de procès. Je crois que c'est le seul truc qu'on peut le rattacher à Des hommes d'honneur parce que les thématiques ne sont pas vraiment les mêmes. Mais je rejoins
Bah quand même. C'est Thibaut, mon prénom. Enchanté. Enchanté, Thibaut. Je rejoins Thibaut sur le fait que, et c'est le gros défaut du film, que Sorkin n'est pas un bon réalisateur. Et je trouve que c'est ce qui se gâche le film. Autant il est si connu en tant que bon scénariste parce qu'il a été mis en scène par des très bons metteurs en scène. Enfin, quand on pense à Rob Reiner, à Danny Boyle, à Fincher et à d'autres, c'est quand même des gars qui ont aussi poussé ces scripts vers autre chose et qui l'ont challengé en tant que scénariste, je pense. Ce que là, on sent, alors le film est très bien écrit, mais moi je sens que Sorkin n'a pas d'autocritique aussi puissante qu'un Fincher pourrait avoir sur The Social Network, par exemple. Je trouve qu'il transcende pas son script, ça, effectivement, contrairement à ces cinéastes-là. Les grandes forces du film, c'est des forces d'écriture avant tout. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est pas plus mal qu'il ait fait un film de procès, puisque formellement, c'est beaucoup plus facile de faire une mise en scène, enfin facile, entre guillemets, mais disons que tu as une unité quand même de temps dans le procès, parce que les 3/4 du film se passent dans la cour. Donc voilà, au moins, je crois qu'il a peut-être pris conscience avec l'échec commercial et critique qu'avait été Molly's Game, de peut-être là se mettre des limites formelles pour sa mise en scène. Je trouve que ça marche mieux, mais c'est pas encore ça, en tout cas. Et aussi au niveau de la direction d'acteur, mais ça, je pense qu'on en reparlera, que voilà, mais ça reste un très bon film, puisque Sorkin sait très bien écrire des dialogues, et quand tu fais un film de procès, il faut, parce que sinon tu te fais chier, parce qu'il y a que ça, en fait, principalement. Et mais quand même, c'est-à-dire que contrairement à Molly's Game, qui était d'une platitude assez affolante, je trouve quand même que dans ce film-là, alors déjà, on a, comme vous l'avez dit, un excellent script qui fait que le film est hyper prenant et puis tendu aussi à certains moments où il arrive justement dans sa narration, là où Molly's Game, il y avait cette voix off vraiment qui en termes d'artifice de mise en scène, qui plombait complètement le tout, et puis avec des dialogues mais verbeux de chez verbeux. Je trouve qu'ici, il arrive en fait à donner corps aussi un peu plus à ses personnages, et notamment en s'intéressant à chaque personnage petit à petit pour une caractéristique spécifique et pour un moment précis du procès, en fait, où à un moment donné il va décider de se pencher sur le personnage de Sacha Baron Cohen qui d'ailleurs incarne le plus fou de la bande, le hippie un peu qui est d'ailleurs défoncé quand il vient au procès, et puis qui ricane et puis qui joue avec le juge qui est dans la provoque, en fait, avec un autre personnage aussi qui est celui d'Eddie Redmayne, qui est beaucoup plus justement en retrait pendant tout le film avant d'exploser sur la fin et qu'on lui donne en fait l'importance qu'il a dans l'affaire. Donc je trouve que là-dessus c'est assez fort et ça permet vraiment d'alimenter, de tenir le film en tension. Mais au-delà de tout ça, il y a aussi des aspects dans la mise en scène avec justement l'avancée de l'histoire où on va retourner sur les événements des manifestations par des flashbacks qui sont souvent mis en juxtaposition avec ce qui est en train d'être dit au procès, donc où il va vraiment superposer les deux temporalités de manière assez brillante, et puis d'autres éclats de mise en scène dont on reparlera après, mais peut-être vous entendre là-dessus. Mais ça, c'est un choix d'écriture, c'est pas un choix de mise en scène. Tout ce qui est des flashbacks et de passer du prologue au procès direct, c'est pas de la mise en scène en soi. Non, alors effectivement, moi, je voulais je suis pas vraiment d'accord avec ça. Mais pour le coup là, il répète effectivement un truc qu'il avait utilisé. Alors je sais pas à quel point Fincher avait récupéré ça, mais dans The Social Network justement, il a répété pourtant. Insupportable à dire ce titre. Social Network, voilà. Bravo. Il y a Facebook, c'est le film sur Mark Zuckerberg. Non, mais où on a effectivement, comme tu le disais, ces scènes d'interrogatoire où on assiste à la fois, enfin en même temps au dialogue durant la scène d'interrogatoire, et on voit en même temps le flashback des événements qui sont racontés, et où on voit en parallèle justement, on passe constamment d'une temporalité à l'autre, on mêle les deux de façon dynamique dans le dialogue, justement on a une espèce de double dialogue où on voit les événements qui sont racontés, dans le présent les gens qui réagissent aux événements qui sont racontés, et comme ça tous les propos s'entremêlent, et ça c'est quelque chose qui était assez brillant dans Social Network, où tu avais des scènes d'une dynamique incroyable, où voilà, on passait en une phrase de l'un à l'autre, et là effectivement les deux grands moments de ce film pour moi à ce niveau-là, c'est justement quand on raconte les deux différentes altercations entre les manifestants et la police. Il y a deux moments principaux où il y a des confrontations entre les deux groupes, et où on a justement ce procédé où on a un témoin qui raconte ça pendant le procès. On a aussi des scènes de Sacha Baron Cohen qui fait une espèce de stand-up où il raconte ça devant une foule, et on voit en même temps les événements. Donc on a un peu trois temporalités qui se mélangent, où chacun donne un point de vue sur le propos, les gens réagissent, etc. Et ça se mélange. Et il accélère ça dans le montage. Voilà, c'est ça, le montage
montage est de plus en plus cut, la musique est de plus en plus forte, donc il y a vraiment une montée en tension qui fonctionne hyper bien. Mais effectivement, c'est avant tout des trucs d'écriture, et pour le coup, ces passages-là n'ont pas non plus, je trouve, la force et l'ampleur qu'on a dans le film de Fincher. Ouais, je crois d'ailleurs que le montage est la principale qualité technique et de mise en scène du film. Là, je la trouve vraiment... Et heureusement que le montage est aussi bien fait, parce que quand tu es dans un espace réduit comme ça, en tout cas dans les scènes qui se passent pendant le procès, et je trouve que toute la force du film, tout le rythme, en fait, le montage s'accorde au dialogue, en fait. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien foutu. Je crois que c'est un monteur qui monte à Hollywood des films un peu normaux, enfin d'habitude, enfin, genre des films Jurassic World, c'est pas lui, mais tu vois, ce genre de trucs un peu... normaux. Et là, je trouve tu sens, non, mais tu vois, un peu typique, basique, voilà. Classique. Et là, en tout cas, on sent qu'il y a un certain plaisir dans ce montage-là, en tout cas, un certain savoir-faire. Ouais. Et donc, à savoir après, est-ce que c'est Sorkin ou est-ce que c'est la collaboration avec son monteur, etc. Mais je trouve que la grande force du film, en tout cas, formellement, vient du montage. Mais visuellement, quand même, il y a 2-3 petites choses, et notamment dans sa manière de filmer, en fait, les émeutes, que je trouve assez réussi, justement, en termes de tension. Et là, ça se joue aussi visuellement, en fait, avec la photographie, avec cette fumée vraiment qui va créer ce brouillard, et puis où il va brouiller aussi les pistes et créer, en fait, ce côté, cette perte d'équilibre qu'on peut avoir avec ces mouvements de caméra, en fait. Alors, c'est des petites choses, on est d'accord, on n'est pas du tout dans quelque chose de révolutionnaire ou dans un grand film d'un point de vue visuel, mais il y a quand même ces petites choses qu'on n'avait pas du tout dans Molly's Game, et où là, on retrouve ce genre de choses. Et un autre exemple que j'aimerais donner aussi, qui, moi, justement, en termes de mise en scène, m'a saisi, c'est le moment où, en fait, on a ce Black Panther, justement, qui se rebelle, en fait, contre le juge en disant, mais vous êtes en train de me juger pour ma couleur de peau et pas pour autre chose, et qui vraiment fait front, en fait, face à l'autorité américaine. Oui, parce qu'il y a tout un truc aussi où son avocat n'est pas là, et du coup, il n'a pas de défense qui est assurée au procès, où on lui refuse, finalement, cette défense-là. Et là, on va le prendre, enfin, le juge va demander aux gardes, en fait, d'aller le menotter, le bâillonner, et le moment où on le sort, en fait, de la salle pour aller le menotter, le bâillonner, il y a un montage, justement, alterné entre le montage hyper cut, où on voit, en fait, par des inserts comme ça et des gros plans sur les pieds, les mains, la bouche, où on le voit se faire enchaîner et bâillonner, où on entend aussi au niveau du son les cliquetis des menottes et le bruit, en fait, du torchon qu'on lui met dans la bouche et ce genre de choses, et avec un montage alterné où on va repasser à la cour, où il y a un silence de mort absolu qui pèse, en fait, sur l'audience, et il va alterner entre ces deux scènes-là. Et puis ça, je trouve que c'est un artifice de mise en scène qui est vraiment très réussi. Le prologue fonctionne aussi beaucoup comme ça. Le prologue, je le trouve très très réussi d'un point de vue du montage et de la mise en scène aussi. Ouais, c'est où tu as les phrases qui genre commencent dans une scène et qui finissent dans l'autre. C'est super bien trouvé, moi je trouve. Et en plus, en tant que mise en bouche, ça te met direct dans le film, ça te wouh, hey, c'est les années 60. Yeah. Mais ça, justement, à nouveau, c'est aussi un truc d'écriture. Parce qu'effectivement, moi, je la trouve assez géniale, cette intro, où on voit chacun son tour, justement, chacun des personnages qui va prendre part à cette manifestation, et où on retrouve justement cette écriture du dialogue implacable chez Sorkin, le sens du rythme et de la rupture, où effectivement, chacun discute ou alors fait un discours face à une foule pour annoncer la manifestation. Et effectivement, on passe d'un à l'autre, et les phrases se complètent justement de manière absurde ou avec des ruptures. Et d'un côté, à la fois c'est très drôle, et comme tu dis, ça démarre le film de façon assez sympa, mais en même temps je trouve hyper intéressant parce que ça pose d'emblée, en fait, les différences entre tous ces personnages, en quoi leurs approches respectives de la manifestation, de la guerre du Vietnam, etc., diffèrent, quelles sont leurs motivations, quelles sont leurs approches, voilà, parce qu'on a dans ce groupe, on a justement des Black Panthers, des étudiants, des hippies avec le groupe de Sacha Baron Cohen, et où ils ont chacun différentes approches, différents rapports à la violence, à la manifestation. Ouais. Et d'emblée, on pose ça dès le départ, et c'est moi aussi, c'est pour moi un des gros intérêts du film dans le traitement de cette histoire, c'est justement cette exploration des différentes approches. On n'a pas un groupe d'accusés homogène, et où on a vraiment des individus qui ont chacun leur motivation, leurs différentes manières d'approcher, de transformer ça en action. Et vraiment, c'est assez passionnant à ce niveau-là, je trouve. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est une thématique qu'il avait déjà beaucoup explorée parce qu'il faut savoir que Sorkin a été connu grâce à une série qui s'appelle The West Wing, dans la Maison Blanche en français. À la Maison Blanche. À la Maison Blanche, excusez-moi.
qui donc se passait donc à la Maison Blanche et où Sorkin était le showrunner pendant je sais plus combien d'épisodes, mais vraiment longtemps. C'est vraiment lui qui l'a créé. Et on sent dans ce film qu'il revient à cette thématique qui est en fait au cœur de toute sa filmographie, de toute sa filmographie en tant que scénariste en tout cas. C'est cette confrontation entre l'idéalisme d'un côté et comment respecter un système qui est institutionnalisé ou ne pas le respecter en fait. Et ici on retrouve exactement ça avec les deux personnages principaux dont tu parlais avant, donc Tom Hayden joué par Eddie Redmayne et Abby Hoffman joué par Sacha Baron Cohen, où tu as Redmayne qui lui veut en gros infiltrer le système pour le modifier. Ouais, c'est l'étudiant plus réfléchi. C'est ça. Celui d'ailleurs qui est mis au banc vis-à-vis du groupe, que souvent on se moque de lui. Il est plus prêt à suivre les règles et à respecter l'autorité. Exactement. Et qui lui dit qu'on gagne une révolte par les votes, par la démocratie. Et Abby Hoffman qui est lui complètement anarchiste et donc complètement drôle et qui provoque, ça, vous l'avez dit avant. Ouais. Et Sorkin, là on voit très bien dans quel camp il se met puisque... on va spoiler au cas où, enfin, je vais spoiler. Oh là là, mon Dieu. À la fin, en fait, on a les cartons de que sont devenus ces personnages donc dans la réalité. Et celui qui a réussi donc à mener sa entre guillemets révolution, c'est donc Tom Hayden qui est donc devenu sénateur et puis tout ça, alors que l'autre il s'est suicidé à la fin des années 80. Et donc on a ce discours qui est là, je trouve. Qu'il expérimentait énormément dans cette série et au long de tous ces épisodes, et que là, qui est très cristallisé dans ce film. Et surtout, aujourd'hui, je trouve qu'il y a une réflexion et un parallèle énorme avec ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Enfin, le juge étant typiquement Trump, et tout ce qui se passe avec la situation des Noirs aux États-Unis, même avant le mouvement et la mort de George Floyd. Mais donc, le film tombe assez bien, mais le problème de racisme aux États-Unis existe depuis plusieurs siècles. Bien sûr. Et il en parle aussi. Ouais, il traite ça, de la violence policière. Effectivement, il est complètement dans l'actu. Ouais. Et je trouve ce film, enfin, il est exactement un moment dans l'époque de l'histoire des États-Unis super important, mais comme Sorkin l'a souvent été dans tous ses films d'avant aussi. Et je trouve donc là, il reste super pertinent en fait, et je trouve que c'est une des grosses qualités de ce film, et une des principales raisons pour lesquelles il faut aller le voir. Il y a cet aspect pamphlétaire quand même, parce qu'on sait dès le début qui va charger en fait Sorkin là-dedans, et puis de quel camp il va se ranger, même si dans le fond des choses, il y a beaucoup plus de nuances aussi, notamment avec les policiers aussi. À un moment donné, certains policiers qui enlèvent leur badge, leur étoile, et puis qui se rangent en fait du côté des manifestants. Enfin, il y a ce genre de choses justement qui permettent, et puis notamment comme tu l'as dit Thibaut, à travers les 7 personnages, d'avoir des nuances à chaque fois de chaque côté. En fait. Ne serait-ce aussi justement qu'à travers le parcours du personnage d'Eddie Redmayne qui, sans trop en dévoiler, mais dans la résolution finale, va justement pas aller à l'encontre de ses principes, mais va franchir une ligne, quoi. Et il y a quand même, tu disais au tout début de cet épisode, Florian, qu'au niveau thématique, on n'était pas vraiment du côté des hommes d'honneur, pardon. Moi, j'y trouve au contraire énormément de similitudes justement dans cette manière d'aborder, enfin de confronter la vieille Amérique avec la nouvelle Amérique, le progressisme, etc. C'était déjà le cas justement dans des hommes d'honneur où tu avais vraiment le progressiste jeune avocat Tom Cruise qui se confrontait à l'ancienne Amérique militariste et autres qui était Jack Nicholson. Et puis ici où on retrouve aussi justement ces 68ards révolutionnaires, manifestants, progressistes contre justement la vieille Amérique qui va protéger sa police, son aspect militaire et autres. Et où on va traiter aussi de la guerre, et déjà dans justement avec les soldats dans des hommes d'honneur, et ici la guerre du Vietnam dans ce film-là. Donc c'est vrai que au-delà du simple film de procès auquel on peut rapprocher les deux films, il y a vraiment toutes ces thématiques il y a aussi tout ce questionnement de l'autorité, jusqu'à quel point c'est censé de respecter les règles, voilà, à quel point c'est moral d'aller justement à l'encontre de ce qu'on nous dit, etc. Enfin voilà, ça finit quand même. La confrontation finale, c'est quand même le juge qui dit à Eddie Redmayne, si vous faites exactement ce qu'on vous dit, je vous annonce, je pense que vous pourrez vous intégrer parfaitement au système. Enfin, oui. Aussi cette idée-là. Et on va être plus clément avec vous, voilà. si vous
Si vous vous rendez compte que, si vous admettez vos erreurs, que vous demandez pardon, etc. Et si vous êtes bref. Mais si vous êtes bref. Et il y a ce personnage de Joseph Gordon-Levitt qui est donc qui apporte aussi de la nuance. Voilà, effectivement. Qui est le procureur qui est chargé de l'accusation et où on en fait aussi un personnage un peu nuancé, un peu plus nuancé que son collègue qui là est déterminé à tous les faire condamner. Ouais, alors que lui, c'est clair qu'on sent qu'il a vraiment cette dualité morale en fait qu'il habite. Mais on sent aussi le poids du pouvoir avec le personnage de Michael Keaton qui est donc l'ex comment on appelle ça, General Attorney of procureur général. Voilà, merci. Ouais. Qui lui, vu qu'il l'est plus, peut témoigner en fait. Enfin, a les couilles en fait de dire la vérité, alors que quand il l'était, il le pouvait pas. C'est ça. Et il y a aussi toute cette histoire sur le fait que, vu que c'est Nixon, aussi il y a aussi une attaque contre Nixon et un parallèle entre Trump et puis Nixon, je pense aussi, sur le fait que c'est le gouvernement de Nixon qui attaque, alors que les faits datent d'il y a trop longtemps et qu'il y avait une enquête préliminaire qui avait été bouclée sous le gouvernement de Lyndon. Voilà, il y a aussi tout ce truc. Sorkin connaît son pays et connaît l'histoire de son pays politique. Exactement. Et arrive à l'ancrer justement dans une problématique contemporaine aussi, en traitant d'un fait de 1968-1969 et en donnant des résonances hyper contemporaines en fait. Donc pour tout ça, c'est vrai que pour peut-être résumer, je pense, ce qu'on pense tous de ce film-là, c'est que c'est un très bon film de procès, un film très très bien écrit, vraiment avec un script hyper solide, qui justement malheureusement n'est pas transcendé par sa mise en scène. Mais quand on pense que ça aurait pu être réalisé par Spielberg, parce que je sais plus si tu l'as mentionné, mais le script date de 2007. Donc ça fait quand même un bon moment. C'était en projet, c'est produit par Spielberg finalement, et à l'époque c'était prévu que ce soit lui qui le réalise, mais il y a eu la grève des scénaristes en 2008 et je ne sais plus quel événement, des restrictions budgétaires je crois qui ont fait que Spielberg a lâché l'affaire et est simplement resté à la production. Et je pense que quand on a vu récemment The Post ou Pentagon Papers, c'est exactement, les derniers films de Spielberg, je pense que ça aurait quand même pu ça aurait été parfait pour lui effectivement. Tout à fait. Là il tente effectivement un peu plus de trucs niveau mise en scène. Il y a aussi vaguement j'ai eu un petit espoir au début. Il y a des débuts de plans séquences où justement tu parlais de la manière dont il passe d'un groupe à l'autre, où avant le procès on a ce mouvement de caméra qui suit chaque personnage arrivé dans le tribunal et où le plan commence à durer mais il se stoppe en fait à partir du moment où ça devient intéressant et c'est un peu frustrant mais il y a effectivement un début de quelque chose qui annonce peut-être le développement d'un vrai metteur en scène. Donc ce que tu es en train de nous dire Thibaut, c'est qu'on espère que Sorkin finalement ne va pas se contenter d'être scénariste et réalisateur pour ses futurs films et va quand même accepter justement soit de déléguer la réalisation à un vrai metteur en scène derrière pour transcender ses scripts, ou bien peut-être qu'il pourrait justement trouver gentiment une voie de metteur en scène. En tout cas, on voit une amélioration de Molly's Game à ce film-là, potentiellement. Il y a moyen qu'il développe une vraie personnalité. Moi, je trouverais dommage qu'il ne file plus ses scripts à plus personne, parce que si on pouvait avoir encore 2-3 Social Network ou Steve Jobs, moi, ça m'irait très bien. Ouais, pareil. Mais effectivement, si ça fait qu'il développe un vrai talent pour la mise en scène, pourquoi pas. Très bien, voilà donc ce qu'on pouvait dire de The Trial of the Chicago 7. C'est donc le dernier film de procès signé au scénario et à la réalisation par Aaron Sorkin, qui est donc disponible en ce moment sur Netflix et puis qui est aussi en salle en Suisse notamment. Je le répète, au Cinérama Empire à Genève et au Cinéma Bellevaux à Lausanne. Si vous voulez voir ce film sur grand écran, bien sûr, on vous y encourage. Merci Florian. C'est un plaisir. À bientôt. Mon honneur. Thibaut, à bientôt. Votre honneur. Votre honneur. Mon honneur. Je veux bien. Hein. Merci Thibaut. monsieur le juge, à bientôt. Oui, à bientôt, très bien. Et puis je pourrais être clément aussi la prochaine fois si vous acceptez mes règles. On sera bref. Voilà, merci à vous qui nous avez écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de The Trial of the Chicago 7, si vous l'avez vu ou bien si vous avez envie de voir ce film, si on vous a donné envie. Vous nous retrouvez, vous le savez, sur toutes vos plateformes de streaming et de podcast préférées. N'hésitez pas à partager les épisodes, c'est grâce à vous, je le répète, qu'on existe et puis qu'on se fait connaître et écouter. Donc n'hésitez pas et puis suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. On vous retrouve très bientôt pour un prochain débat du Saloon. Merci, ciao.